Quelle excellente journée pour un exorcisme. Ça te satisfait? Intensément. Mais cela ne te chassera pas de Regan? Cela ne peut que nous réunir. Regan et toi? Toi et nous. Salut tout le monde, bienvenue sur l'écran fou et aujourd'hui on reste un petit peu dans le périple de cette période horrifique, hein. Alors même si Halloween est passé, mais bon, elle perdure toujours un petit peu après, avec la sortie donc à venir, mais qui a déjà fait pas mal d'avant-premières de Five Nights at Freddy's, et donc pour ceux qui ne le sauraient pas, il s'agit en fait de l'adaptation d'une célèbre franchise de jeux vidéo dont le but est d'interpréter en fait un gardien de nuit qui devra gérer un vieux restaurant plein de peluches en animatronics, mais complètement folle, hein, qui voudrait justement vous sauter à la gueule, mais pas pour vous faire des câlins. Hein. Et donc, moi, sachant que j'avais personnellement eu l'occasion de tester le jeu qui était sorti en VR, donc sur MetaQuest, et franchement, vu l'ambiance extrêmement claustro-horrifique, bah, je trouve que c'était vraiment très sympa parce qu'en plus il y a un côté gestion des énergies, des machins, des caméras, le concept est vachement bien. Et donc là, avec ce film, on reprend effectivement la trame de base du jeu, puisqu'il suivra Mike, donc un jeune homme ayant des difficultés à conserver un emploi en raison d'un traumatisme d'enfance, et qui donc a la tutelle de sa petite sœur après le décès justement de leurs parents. Sauf que Mike se verra proposer un emploi de gardien de nuit dans un resto abandonné, à l'ambiance assez particulière, hein. Mais sauf que les choses, comme vous vous y attendez, vont évidemment dégénérer quand les automates du restaurant, autrefois destinés à amuser les gamins, vont commencer à prendre vie. Et donc, film produit par Blumhouse, donc déjà, rien qu'en citant ce nom-là, ça fait grincer les dents, hein, puisque bon, c'est une société qui est spécialisée dans le domaine de l'horreur, je veux dire par là, qui produisent des horreurs surtout, hein. Ah bah c'est simple, hein, c'est de l'exploitation de franchise jusqu'à plus soif, pour le pire, et pour le pire, quoi. Mais toutes les franchises y passent, toutes celles que vous aimez y passent, et souvent ça va exploiter, comme je le disais, les licences chéries par le public, et des licences notamment cultes. J'en veux par exemple pour preuve le dernier Exorciste ou encore Halloween, mais pour le résultat qu'on connaît actuellement, quoi. Et d'ailleurs, les seules bonnes productions qu'ils ont, en fait, c'est limite quand ils ne tablent pas justement dans le domaine de l'horreur. Mais que, bah voilà, en fait, on va avoir des cinéastes quelque peu talentueux, qui sont un petit peu en recherche de liberté de création, bah, comme quand justement les réalisateurs vont chez A24, et donc bah, ils vont signer chez eux, donc notamment comme Spike Lee avait fait pour Black Klansman, ou encore Damien Chazelle avec Whiplash. Donc non, en général, quand il est question d'horreur, quand c'est Blumhouse qui s'accapare justement un projet, de manière générale d'horreur, c'est pas bon signe. Et donc, est-ce que le fait d'adapter Five Nights at Freddy's fera office de confirmation ou d'entorse à leur tradition justement de gâchis de franchise? Eh ben j'ai envie de dire là, tout de suite comme ça, mais what the fuck quoi? Mais pour plusieurs raisons. Parce que le film, en fait, ne reflète pas du tout ce qui semblait avoir été vendu, c'est-à-dire que si on se réfère justement aux trailers, on s'attendait à un énième survival en huis clos, où l'originalité reposerait principalement sur l'environnement et le délire des animatroniques. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça fonctionne en jeu vidéo, parce que justement, il y a le côté ludique associé, il y a le côté gameplay, mais que si c'est pour transposer en film, bon, effectivement, on a déjà vu ça 1000 fois, certes, mais il y a le petit concept de tout visionner via des caméras, donc en fait, l'horreur n'est pas palpable, tu sais pas d'où est-ce qu'elle doit venir, et c'était là, justement, toute l'originalité. Parce que si c'est juste pour en faire un survival, comme je le dis, on l'a déjà vu, et c'est surtout que, en plus, il y a seulement 2 ans, on avait Willy's Wonderland avec Nicolas Cage, qui jouait aussi sur le concept d'animatronics fou, sauf que bah, Five Nights at Freddy's ne va finalement pas du tout dans cette direction. Enfin, pas complètement, dans le sens où on tombe presque dans
le délire psychologique saupoudré de, allez, quelques petites notes d'horreur, mais légères, tu sais, vraiment pour être accessible à tout le monde, parce que bon, en fait, Five Nights at Freddy's, c'est une franchise de jeux vidéo, mais qui est accessible même à des adolescents. Donc là, en fait, on essaye de tabler sur un truc qui doit être horrifique, mais pas trop, pour s'assurer que le public soit quand même assez large, tu vois. Donc oui, des notes d'horreur assez légères, puisque bon, on a quand même bien une scène de tuerie, malgré tout, mais qui est extrêmement suggérée, donc c'est souvent hors champ, avec des cris, quoi. Hein. Ou alors à travers les moniteurs des caméras de surveillance, donc à la qualité un petit peu discutable, puisque voilà, c'est du matériel un petit peu des années 80-90, voilà, mais à la limite ça, pourquoi pas, parce que ça suit justement un petit peu le concept du jeu vidéo. Le jeu vidéo, en tant que gardien, en fait, on suit les choses à travers les moniteurs des caméras. Mais malheureusement, c'est à peu près tout ce que vous aurez du concept original. Et ce film, finalement, est l'exemple le plus probant de ces dernières années que lorsqu'on cherche justement à être original autour d'un matériau source, il est nécessaire d'établir des limites pour rester quand même dans le cadre du matériau source en question. Sauf que le film, là, cette limite, il l'a franchie, mais à la moissonneuse, quoi. Puisque le délire horrifique autour des animatronics n'est qu'un décorum mais vraiment léger, quoi. Au même titre que, par exemple, les dinosaures dans le dernier Jurassic World ne sont même plus le point central du film. On est exactement là-dedans. Donc tout s'articule autour du traumatisme du personnage de Mike, donc, qui est interprété par Josh Hutcherson, qui joue bon, correctement, hein, ça va. Trauma où le but est un petit peu d'essayer de comprendre comment le résoudre, et en cela, pourquoi pas? Je dis pas, sauf que ça devient très vite n'importe quoi et ultra envahissant, notamment quand le scénario fait en sorte de lier absolument tout ce qui ne devrait pas l'être, justement. Donc ça part dans tous les sens, tu sais même plus ce que tu es en train de regarder, carrément. Hein. Mais pire que tout, c'est que malgré le fait de pas savoir, tout est prévisible, mais absolument tout. La faute en premier à des attitudes de certains personnages, mais qui sont pas du tout excessives. Hein. Je veux dire, tout le monde réagit, mais de manière tellement louche dans ce film que tu comprends que qu'il y a baleine sous gravier. Hein. Et alors l'écriture des personnages, mais genre la tante de Mike. Sérieux, t'as l'impression de voir un personnage cliché de méchant, issu des films pour enfants des années 90. Donc vous savez, un petit peu comme dans Beethoven ou encore Casper, quoi. Tu peux pas écrire des personnages comme ça de nos jours quand, en plus, ça s'adresse à un public plus âgé, quoi. Et puis c'est totalement ringard, c'est plus possible de faire ça. Donc comme Mike et sa sœur sont, on va dire, les seuls personnages avec une écriture à peu près sérieuse parmi un amas de protagonistes, tous plus mal torchés les uns que les autres, ça se casse forcément la gueule. Et du coup, dans ce film, comme tu t'attends à un truc, même si tu sais pas trop quoi exactement, le suspense, forcément, il fait plouf, ce qui est scandaleux, justement, pour un film qui s'oriente, on va dire, un petit peu vers le thriller psychologique, quoi. Et alors les révélations, oh, mais c'est de la neige en été, quoi. Hein. Surtout que quand tu découvres ce qu'ils en font derrière, comme je le disais, hein, le fait que de tout connecter, ça rend le machin mais complètement aux fraises, entre les animatroniques, un tueur d'enfants, le trauma de Mike, ses rêves, le côté chelou de sa frangine, la flic qui arrive dans l'histoire comme un cheveu sur la soupe, mais j'ai rarement vu un scénario aussi éclaté, quoi. Enfin, je sais pas, c'est ChatGPT qui a écrit ça, enfin, c'est pas possible, quoi. Tout comme le fait, d'ailleurs, de planter, justement, l'histoire dans les années 2000. On n'est pas en 2020, hein, on est dans les années 2000. Mais, alors, ok, très bien, mais tu vois, quand on fait un film qui, par exemple, se passe dans les années 80, c'est parce qu'on a besoin d'un certain décorum des années 80, on a besoin d'une certaine atmosphère des années 80. Peut-être que, justement, il y a des choses qui ont eu lieu dans les années 80 qui ont besoin d'être évoquées, justement, dans le film en question. Là, on te fout ça dans les années 2000, mais à quoi ça sert? À rien, absolument à rien. Tu foutrais ça dans les années 2000 ou 2020, ce serait exactement pareil. Alors pourquoi le faire dans les années 2000? Ça n'a strictement aucun intérêt, ni aucun sens. Donc voilà, quoi. Et malheureusement, tout est comme ça.
C'est dommage parce que il y a une atmosphère malgré tout, c'est pesant, t'as une photographie qui est quand même très très sympa. Là-dessus, franchement, formellement, c'est quand même plutôt pas mal, quoi. Les animatronics font vraiment flipper, même si le délire autour du fait qu'ils vivent est complètement fumé du bulbe, hein. Donc voilà, hein, ça faut le dire comme c'est, mais c'est vrai que quand tu les vois, ils font quand même assez flipper, tu te dis, putain, de quoi ils vont être capables, et malheureusement, ça tombe à plat, quoi. Pareil, il y a quelques cadrages qui sont intéressants et on essaye parfois justement de faire un peu honneur au jeu en jouant avec les moniteurs des caméras comme je le disais tout à l'heure. Mais ce qu'il y a, c'est que le jeu était aussi basé sur un concept de gestion des caméras, gestion des énergies, des batteries, etc. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez tendu et ici, il n'y a rien, quoi, rien. Mais c'est limite complètement éludé ou alors c'est interprété un petit peu de travers, quoi. Mais c'est là surtout qu'on voit à quel point la maison Blumhouse, justement, qui a bâti sa gloire autour de l'horreur, ne la comprend définitivement pas. Et que, en fait, ce genre n'est qu'un prétexte financier pour eux et rien d'autre. C'est que là, on est sur un film basé sur l'idée d'un pseudo huis clos, comme je le disais. Sauf que le huis clos implique de connaître la configuration du volume dans lequel doivent évoluer les personnages. Et ici, ça ne respecte même pas ce concept de base, quoi. Donc, en fait, tu les vois, les pièces du restaurant, mais tu comprends pas du tout comment c'est agencé. Et alors, la fin, et la révélation, mais en vrai, tu sais pas plus comment tout ça arrive à fonctionner, quoi. C'est-à-dire que tu sais pas si t'es dans un délire de science-fiction, voilà. Ça ne tient absolument pas debout, il ne cherche absolument pas à te faire comprendre comment ça fonctionne, parce que de toute façon, je pense que le scénariste et réalisateur, enfin, scénariste et réalisatrice, n'a absolument jamais joué au jeu, ne comprend absolument pas le concept, on lui a juste dit, voilà, tu veux développer le truc, bon bah voilà, t'as le matériau source, elle a compris qu'il y avait un restaurant, il y avait des animatronics qui justement cherchaient à tuer, et puis donc un gardien de nuit, et puis vas-y, elle a fait sa popote, emballée, c'est pesé. Et comme elle sait qu'elle va s'adresser justement à un public relativement jeune, donc adolescent, voire jeune adulte, qui est pas trop exigeant à partir du moment où on essaie de lui donner un petit peu d'horreur, entre guillemets, quoi, bah elle se dit de toute façon ça sert à rien de justifier le truc, donc on peut leur balancer des trucs. Ouais mais en même temps c'est pas très clair. Ouais mais c'est pas grave, tu peux y aller quand même, de toute façon, ils sont pas exigeants. En fait c'est ni plus ni moins que de prendre pour un con son spectateur. Et là on est vraiment en plein dedans, quoi. Donc bah voilà, encore une franchise foirée au cinéma, donc merci Blumhouse, hein. Franchement, mais si vous souhaitez vous taper un flip avec vraiment ce genre de délire, mais comme je le disais, hein, préférez Willy's Wonderland, et pourtant, c'est pas dingue de base non plus ce film-là, mais là, l'idée justement d'en faire un thriller psychologique sur fond d'horreur, mais d'horreur pour enfants, bon, why not? L'idée aurait pu être originale en plus, hein. Mais quand tu ficelles tous les points de ton intrigue entre eux, alors qu'ils sont pas compatibles, ça peut pas marcher, c'est pas possible. Et c'est évidemment sans évoquer, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail ou dans les spoilers, mais c'est évidemment sans évoquer les incohérences, mais qui sont légion dans ce film. Mais voilà, comme j'ai pas envie de tergiverser 103 ans autour de ça, de toute façon, vous aurez compris que ça allait pas tenir le pavé niveau vraisemblance. Bref, j'en ai terminé pour cette vidéo, passez votre tour, attendez le prochain film d'horreur, ou refaites-vous des classiques justement de l'époque, hein. Ça vaudra 100 fois mieux ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, pensez à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.